Alors, normalement, ça enregistre. Voilà, c'est parfait. Eh bien, écoutez, bonjour à tous, à toutes et à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc, je me présente, José Brettes. Je suis le directeur d'Avir France et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui tous pour ce webinaire concernant le passage au numérique et comment s'y préparer. Alors, tout un tas de questions et de thématiques qui sont très actuelles et qu'on va essayer de dégrossir au maximum. Alors, avec la participation de Thibaut Bocornu du groupe Sérénité 24, que je remercie d'ailleurs de sa présence et de son expertise tout au long de ce webinaire. L'idée, c'est d'essayer justement d'aller répondre à des questions que vous pouvez, en tant majoritairement que société d'ascenseur, qu'ascensoriste indépendant très souvent, répondre à ces thématiques-là qui sont des thématiques réelles, c'est-à-dire techniques, comment aujourd'hui répondre clairement à l'évolution du marché, à l'évolution des technologies et pouvoir proposer à vos clients les matériels qui soient le plus adaptés par rapport au respect des normes, mais également par rapport à l'évolution constante des technologies qu'on peut voir sur le monde des télécommunications. Alors à ce titre-là, je vais partager mon écran et on va partir directement sur la présentation. Voilà. Alors Romain Terric, qui est qui fait partie de mon équipe et qui est au service marketing, sera le modérateur du webinaire. Vous avez normalement un chat qui va s'afficher. Vous aurez la possibilité justement d'adresser vos questions, de poser vos questions, de partager certains commentaires. Romain va suivre ça et nous les repartager ensuite à Thibaut et à moi. On essaiera bien évidemment dans la mesure du possible de répondre à toutes les questions qui seront posées. Sur le déroulement du webinaire, on a prévu 1 heure, en prenant en compte approximativement une quarantaine de minutes pour la totalité, je dirais, du webinaire en tant que présentation. Et l'idée, bien sûr, c'est de consacrer également un maximum de temps, donc dans l'idéal 20 minutes, voire plus, à ce que l'on puisse échanger sur des questions. Donc vous aurez la possibilité de poser des questions via le chat. Alors, vu le nombre de personnes, bien évidemment, ce sera compliqué d'avoir une discussion, je dirais, on va dire, de vive voix. Et donc, pour essayer de cadrer au maximum et d'éviter que l'on soit un peu débordé justement par la quantité de personnes qui souhaiteraient participer, on va essayer de se restreindre dans un premier temps, néanmoins, enfin du moins sur la partie du chat. Et puis bien évidemment, ce sont des discussions qu'on pourra être amené à continuer a posteriori, les uns avec les autres, bien évidemment. Voilà, donc la thématique aujourd'hui du webinaire, le passage au numérique, comment s'y préparer? Alors c'est une vraie question, alors notamment parce qu'il y a une réalité et de transition et une réalité, je dirais, d'évolution technologique qui nous amène à envisager l'avenir. Alors en préambule, des informations alors qu'on a pu récupérer. Alors je sais d'ailleurs qu'il y a des gens de chez Orange et je les remercie d'ailleurs d'être de s'être inscrit au webinaire. Si vous voyez des informations qui ont été depuis mises à jour, n'hésitez surtout pas à commenter dans le chat. Encore une fois, je souhaite que toutes les informations qui soient aujourd'hui transmises soient le plus précises possible. Alors, on a vu bien évidemment il y a des annonces qui ne sont pas faites tous les jours, mais en tous les cas, voilà, si vous voyez un certain nombre d'informations qui portent sur la partie réseau qui vous incombe, et sur lesquels vous souhaiteriez apporter soit des précisions, soit voilà, des détails un peu plus particuliers, n'hésitez surtout pas, encore une fois. C'est important pour nous, en tant que société, bien évidemment, mais également dans notre devoir de conseiller au mieux nos partenaires et clients, de pouvoir fournir la meilleure information qui soit donc la plus juste. Donc en préambule, je dirais qu'à partir de l'an dernier, à partir de 2021, plus aucune ligne cuivre, pour ainsi dire, a été ouverte et qu'aujourd'hui, il est annoncé, alors sur les derniers échanges que nous avons pu avoir, soit via la fédération, soit via des échanges en direct, qu'entre 2026 et 2030, la fermeture technique du RTC a été programmée. Un troisième point qui est important à mentionner, c'est que l'alimentation de secours pour les lignes fixes ne suffiront pas. Alors quand on dit ça, ça sous-entend que jusqu'à présent, l'alimentation de secours était prévue, alors déjà d'une, via
le réseau RTC via la ligne cuivre, mais également via tous les systèmes de secours additionnels qui étaient prévus. On verra un petit peu quels sont aujourd'hui et demain comment dire, les enjeux que cela va concerner. Quatrième point, les téléphones analogiques devront être remplacés par des GSM à terme pour pouvoir continuer à fonctionner correctement, c'est-à-dire que les téléphones qui aujourd'hui sont branchés sur une ligne RTC devront être mis à jour. Bien évidemment, c'est quelque chose qui a déjà démarré depuis de nombreuses années, qui va forcément continuer à s'accélérer. Et nous verrons au cours de ce webinaire quelles sont les différentes technologies qui permettent aujourd'hui de faire ça. Et dernièrement, une option 100% numérique qui est à considérer parce que sur les dernières annonces qui ont été faites notamment par Orange sur l'arrêt de la 2G en 2025 et de la 3G en 2028, donc à moyen terme, hein, à court moyen terme, il y a une réalité aujourd'hui à proposer des options technologiques, hein, c'est-à-dire des solutions, clairement, qui permettent de s'affranchir de ces fins déjà programmées. Donc, on va en discuter, on va voir que ces solutions existent déjà, qu'elles commencent déjà à être implantées sur le territoire et qu'elles peuvent tout à fait être déployées dès à présent pour anticiper justement ces arrêts progressifs et programmés. Alors le sommaire, on va commencer par le passage au numérique, qui est un petit peu un sujet important. Certains termes récurrents sur lesquels on va discuter, avec l'intervention également de Thibaut. Un point sur le RTC, un point sur le déploiement des solutions dites fibrées, et un dernier point sur les impacts et solutions de ces différentes possibilités. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement sur le terrain en termes d'installation, et vers où cela va nous amener. Alors, le passage au numérique. Tout d'abord, aujourd'hui et de plus en plus, on a un déploiement de solutions de fibre optique qui sont installées en vue à terme de remplacer le câblage cuivre. C'est une fin qui est déjà programmée et du signal et du support analogique sur le RTC, sur le réseau téléphonique commuté. C'est quelque chose qui n'est pas forcément nouveau, mais en tous les cas, c'est en filigrane, si vous voulez, sur l'intégralité des discussions et des prises de décision qu'on peut avoir pour demain, c'est-à-dire pour le futur, mais qui ont déjà été prises d'ailleurs bien avant. Ce RTC, ce réseau téléphonique commuté qui apportait un certain nombre, on va dire, d'avantages, en tous les cas, lorsqu'il a été implémenté, c'est-à-dire la tonalité d'appel qui permettait justement de passer des appels, une tension de ligne, un signal, je dirais, connu sous le nom de DTMF, des choses qui ne sont pas forcément toutes nouvelles, mais en tous les cas qui permettaient jusqu'à présent de faire fonctionner un certain nombre de technologies, plus ou moins anciennes, basées sur une technologie qui, elle, remonte à peu près une cinquantaine d'années. Donc cette initiative de passer au numérique, notamment via des installations fibrées pour les téléopérateurs, les opérateurs de communication, est dû bien évidemment à la demande croissante de services, de données, alors que ce soit de la part d'utilisateurs domestiques, hein, vous et moi de manière générale, les personnes, mais également bien évidemment les entreprises qui ont besoin de services aujourd'hui de plus en plus puissants, de plus en plus gourmands en données et qui nécessitent aujourd'hui l'intégration, la migration vers des systèmes de télécommunication qui sont plus performants, plus puissants et certainement avec une évolutivité, hein, une montée en échelle, si je puis dire, qui soit un, est possible, et deux, qui soit la plus puissante possible. Quels sont les impacts sur cette perte de tonalité? C'est-à-dire qu'une fois que le RTC sera fermé, une fois qu'il n'y aura plus, pour être très simple, de tonalité au bout de la ligne, qu'est-ce que cela va comporter comme impact? Alors tout d'abord, une perte de tonalité qui, au niveau des téléalarmes qui nous concernent, sera interprétée comme une défaillance de la ligne téléphonique. Il n'y a plus de tonalité, c'est-à-dire que le téléphone ne fonctionne plus. En sachant bien évidemment que les tests cycliques aujourd'hui prévus dans la norme EN 8028 sont basés sur ces technologies DTMF, donc sur ces modulations de fréquences à double tonalité qui permettent justement de
de reconnaître l'intégralité de ces tests techniques. L'ensemble des commandes de l'opérateur qui sont également basées sur ces DTMF, en sachant, et c'est ce que j'ai annoncé juste avant, que la fibre, les solutions fibre aujourd'hui ne transportent pas de tension électrique. On est sur des modulations de lumière, pour faire simple. Et aujourd'hui, ce ne sont pas des technologies qui sont directement transposables, c'est-à-dire que ce n'est pas en mettant une fibre sur un téléphone classique qu'on va résoudre le problème, bien au contraire. Et à titre d'exemple, ce que l'on donne aujourd'hui comme, voilà, comme information, et Thibaut Bocornu, qui est avec nous, euh, corroborera et vous apportera plus d'informations sur le parc ascenseur qui est aujourd'hui géré par le groupe Sérénité 24 en centre d'appel. 52% approximativement de leurs installations sont des installations sur lesquelles on a déjà un GSM de présent. C'est-à-dire que la ligne RTC a déjà été mise à jour, pour ainsi dire, avec une solution de GSM. 48% sont aujourd'hui sur d'autres types de connectivité, alors majoritairement du RTC, ça peut être de la box, des autocoms. Thibaut vous donnera certainement plus d'informations là-dessus. En tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est que d'ores et déjà, aujourd'hui, début 2022, avec une programmation annoncée de la fin du RTC réel, c'est-à-dire vraiment le démantèlement d'ici 2030, si les informations que j'ai sont correctes, c'est-à-dire qu'il resterait approximativement encore la moitié du parc aujourd'hui qui est basé sur cette technologie et une autre moitié qui a déjà migré, alors avec des technologies qui sont en termes de téléalarme toujours analogiques bien évidemment, mais qui ont déjà migré sur la partie connectivité sur du GSM. C'est-à-dire qu'on s'affranchit du RTC pour transmettre l'intégralité des données vers les centrales d'appel majoritaires. Alors, je laisse la parole là maintenant à Thibaut, qui va vous parler un peu de son témoignage en tant que du coup, groupe Sérénité 24. Thibaut, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Alors, merci de votre présence. Alors, donc, Thibaut Bocornu, donc, je suis le directeur du pôle ascenseur chez Sérénité 24H24. Alors, nous sommes un centre d'appel spécialisé dans la réception de l'accueil dépannage des sociétés de maintenance d'ascenseurs. Alors, en France, en Suisse et DomTom. Voilà, ça représente un parc d'à peu près 180 000 téléalarmes. Donc, on a un bon recul d'expérience sur ce type de gestion de technologie, et cela pour un petit peu plus de 280 sociétés. Voilà. Donc, la technologie utilisée dans les ascenseurs au niveau de la gestion de l'envoi de l'appel d'usager bloqué via la téléalarme d'ascenseur, en fait, n'a pas évolué depuis les années 90. Voilà. Donc, depuis le temps, les produits, eux, n'ont pas évolué. Par contre, les réseaux sont passés du RTC à la fibre, et le GSM a fait le 2G, 3G, 4G, 5G. Et en fait, cette évolution n'ayant pas été suivie, la transmission qu'utilisent ces téléalarmes, qui est la transmission analogique via les DTMF que parlait José, pour vous donner une idée, voilà, pour que les choses soient bien claires, quand on parle de DTMF, c'est vous êtes dans une cabine d'ascenseur, vous lancez un appel, et vous avez à peu près 1 minute d'échange de bip-bip entre la téléalarme et le centre d'appel, pendant lequel on envoie les informations de localisation, et ainsi permettre à l'opérateur de l'autre côté du téléphone de pouvoir localiser avec certitude la localisation de l'usager bloqué. Alors, à l'époque, dans les années 90-2000, ce type de transmission a été étudié pour fonctionner avec le RTC. Donc finalement, tout allait bien, tout se passait très bien. Sauf que maintenant, plus on avance dans le temps, plus justement les sociétés d'ascenseurs installent de passerelles GSM, plus les autocoms passent de analogique en numérique, plus les box Internet sont installées, et plus on a de difficultés en fait pour et transmettre et recevoir proprement ces transmissions. Là, il y a 8 ans, donc ça fait déjà très longtemps, une étude avait été faite au niveau de la Fédération des ascenseurs
pour observer justement cette évolution cette évolution, amélioration ou dégradation en fait des appels de téléalarme. Et on était il y a 8 ans à 12% d'appels qui n'aboutissaient jamais en raison du réseau. Et donc c'était il y a 8 ans, aujourd'hui on est plus proche de 20 à 25%. Il n'est pas rare qu'un technicien d'ascenseur, lorsqu'il fait ses essais, toutes les 6 semaines, lance un appel et puis que finalement il est obligé de relancer un deuxième appel parce que le premier appel n'a tout simplement pas fonctionné. Alors, soit par un niveau de réseau trop bas, soit parce que le volume est trop faible au niveau de la transmission, ou alors tout simplement une petite distorsion au moment de la communication qui a bloqué la transmission de l'appel. Voilà. En fait, si on devait prendre une image d'évolution, en fait, les téléalarmes d'ascenseur, on serait la calèche à 4 chevaux, qui était géniale au XVIIIe siècle, qu'on viendrait faire rouler sur les autoroutes en 2022. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait... à un moment donné, il faut qu'on trouve une adaptation. Le deuxième point, donc, les téléalarmes transmettent des DTMF, donc ces fameux bip-bip, mais sera-t-il possible en fait de recevoir ces DTMF qui étaient liés au réseau RTC une fois que le RTC sera terminé? Alors, ça, c'est une bonne question. Et en fait, c'est aussi tout le problème. Côté ascenseur, le RTC, on règle le souci tout simplement en installant une passerelle GSM, alors 2G, 3G, 4G, ou une box Internet. Voilà, comme ça, le problème est réglé, ou l'autocom, on le fait passer en numérique. Le problème est réglé côté ascenseur. Côté réception d'appel, donc chez nous, on remplace les systèmes de réception T2 Orange analogiques par des systèmes numériques du type Trunk-SIP, et c'est tout bon, on est aussi paré pour la fin du RTC. Sauf que là-dedans, on a toujours le même type de transmission qui sont une transmission analogique, et de l'analogique au milieu de tout ce numérique génère de plus en plus de distorsions. C'est pour ça qu'on est passé de 12% à 25%, et que vous avez tous bien pu voir que un appel de téléalarme sur une ligne fixe était beaucoup plus fiable qu'un appel lancé depuis une téléalarme sur une passerelle GSM ou une box Internet. Voilà. Alors, au niveau de cette évolution, on a déjà des sociétés d'ascenseurs qui ont commencé en fait à installer des systèmes qui sont capables en fait de passer cette transition tranquillement. C'est le cas des majors, hein, des sociétés comme Otis, Kone ont déjà commencé à installer des systèmes qui ont la capacité de passer tranquillement vers cette transition numérique. Et Sérénité 24 a investi largement sur ces dernières années, et notamment en collaboration avec Avir, pour trouver des solutions et permettre à nos clients, qui sont plutôt des sociétés indépendantes, de pouvoir franchir cette période un peu trouble dans les meilleures conditions. Alors, une des solutions qui a été promue depuis très longtemps par Sérénité 24, c'était de dire à tous ses clients, surtout privilégier l'installation de téléalarmes qui fonctionnent en protocole DTMF P100. Alors effectivement, le P100 est un protocole DTMF analogique, voilà, mais l'avantage que ce protocole a, il est double. D'un côté, il est plus lent et plus court, donc il est plus adapté pour être transmis via les réseaux GSM et les box Internet et les autocoms numérisés. Et le deuxième énorme avantage, c'est que c'est un protocole gratuit, ouvert au niveau européen, très largement utilisé en Allemagne, en Italie, en Europe de l'Est, et qui permet en fait à n'importe quel fabricant de pouvoir trouver des solutions de conversion numérique, d'adaptation sur les réseaux numériques, d'adaptation peut-être même plus tard sur les réseaux en voie sur IP. Alors c'est le choix que Sérénité a fait et que les produits de Avir ont permis de mettre au jour, c'est justement la possibilité d'installer une passerelle GSM qui a la capacité en fait de recevoir ces DTMF
de la téléalarme, la vieille téléalarme des années 2000, de les convertir en numérique et ensuite de transmettre ces données en data via les réseaux de manière fiable. Et en plus, bon, le petit côté sympa, c'est que la data coûtant beaucoup moins cher que la voix, ça permet aussi aux sociétés de faire des gains, enfin de faire des économies, pas des gains, faire des économies sur les coûts de transmission via les cartes SIM. En fait, ça fonctionne un petit peu, si je devais prendre une image, comme, vous savez, quand on est passé de la télévision hertzienne à la télévision numérique terrestre, vous aviez le choix de changer votre téléphone carrément, donc là, ce serait, enfin, votre télévision totalement, là, ce serait le cas de changer la téléalarme existence par une téléalarme numérique, ou alors d'acheter un petit convertisseur TNT, voilà, un petit décodeur, et ben, en fait, ça fonctionne un petit peu de la même manière, c'est que on peut installer sur notre vieille téléalarme des années 2000 une passerelle GSM qui fait cette conversion et qui permet de fiabiliser dans les réseaux, donc de faire évoluer les communications de cette téléalarme. Et donc le dernier point, c'est la nécessité de faire évoluer les téléalarmes en suivant l'évolution de ces réseaux. En effet, il y a une grosse différence en fait, de vision long terme entre le métier de l'ascenseur, où la vision long terme, c'est plutôt une trentaine d'années. Voilà, enfin, en tout cas, dans le métier, on considère qu'un ascenseur est neuf tant qu'il n'a pas 15 ans. Donc, on est sur une vision à long terme relativement longue, et une longue inertie, contrairement à la vision long terme du marché du télécom, qui est plutôt de 5 ans. Et comme on peut le voir sur les 5 dernières années, alors du coup, c'est vrai que plus le temps passe et plus ça évolue vite, mais sur les 5 dernières années, on vit la fin du RTC avec la numérisation des réseaux, on vit le 2G, la mise en place des passerelles 2G, 3G, même la fin de l'annonce de la fin du réseau 2G, 3G, l'arrivée de la 4G, bientôt l'arrivée de la VoLTE, la voix sur IP qui prendra sans doute le pas dans quelques années. Vous voyez, ça évolue extrêmement vite. Par contre, bon, ben, la téléalarme qui est dans l'ascenseur, ben, elle, ben, par rapport à la vision long terme du métier de l'ascenseur, ben, elle y est pour 30 ans. Donc effectivement, il va falloir trouver une solution pour que justement on puisse faire évoluer ces systèmes de téléalarme avec l'évolution des réseaux. Alors pour cela, chez Sérénité, ce que nous conseillons à nos clients, c'est une orientation d'utilisation de téléalarme numérique, bien évidemment, qui n'utilise pas du tout de transmission des TMF, parce que c'est vraiment cette transmission analogique des TMF qui est un vrai souci au niveau de la gestion des appels, d'utiliser des passerelles GSM, puisque c'est, comme on l'a vu tout à l'heure avec José, la tendance est de passer de plus en plus sur des systèmes GSM. Hein. Il y a 10 ans, 100% des téléalarmes étaient sur des réseaux RTC. Aujourd'hui, on a 52% en GSM et la tendance va de plus en plus va croissante et de plus en plus rapidement. Donc, on peut imaginer que dans 4-5 ans, on soit plutôt à 80, 85, peut-être même 90% des ascenseurs connectés en GSM. Par contre, ces GSM, si vous voulez passer la transition le plus tranquillement possible, c'est d'utiliser des passerelles GSM compatibles 2G, 3G, 4G, voilà, même passerelle qui est compatible avec ces trois réseaux-là et qui pourra passer tranquillement de la fin de la 2G, la fin de la 3G et l'arrivée de la 4G. La compatibilité Volt, va permettre sans doute, alors on verra comment le temps évoluera, mais de permettre aux téléalarmes à protocole constructeur type REM, KRM, TAM de pouvoir perdurer dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que sur ces protocoles-là, il y a une certitude qu'on ne pourra pas faire, en tout cas pour les sociétés indépendantes de conversion numérique, parce qu'on n'aura sans doute pas le droit de le faire. Ensuite, la possibilité de faire justement de la conversion numérique. Aujourd'hui, on le fait avec le protocole P100 qui est largement diffusé, mais sans doute demain, on pourra le faire avec d'autres types de protocoles. Et ça, c'est la vraie garantie de pouvoir faire perdurer votre téléalarme analogique vers le numérique, si on suit Orange avec la fin de l'extinction du 2G, 3G, les deux réseaux en 2028, que votre téléalarme puisse fonctionner en 2029. La certitude, c'est d'avoir cette conversion numérique. Et la possibilité aussi de pouvoir mettre à jour à distance et en masse vos
passerelles GSM et vos téléalarmes numériques, parce que l'évolution des réseaux va continuer, et si vous ne voulez pas avoir de surprise, et c'est important que justement vos produits puissent être mis à jour à distance pour éviter d'envoyer des techniciens sur site pour brancher un PC et lancer un nouveau firmware, ou remplacer le matériel tout simplement. Voilà. Et puis après, bon, l'évolution de la voix sur IP, donc c'est quelque chose qui est important, mais qu'on va voir arriver au fur et à mesure des années qui vont venir. Et bien, je vous remercie, et puis José, je te redonne la main. Super. Ben, merci, merci beaucoup Thibaut pour ces informations vraiment intéressantes. Je pense que tu as vraiment bien abordé l'intégralité, je dirais, de la boucle, un petit peu, hein, entre les technologies, l'impact que ça peut avoir sur le futur justement des télécommunications en ascenseur, la pérennisation également des équipements déjà existants au niveau de l'ascenseur et bah, l'intégralité des informations à prendre en compte, hein, pour pouvoir appréhender le mieux possible cette transition. Alors, le temps, euh, le temps avance, donc je vais essayer d'être un peu plus rapide sur certains slides. Bon, là, ce sont des termes récurrents. Rapidement, c'était pour faire un point sur des terminologies. Je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà relativement au clair avec tout ça, entre un signal analogique, un signal logique, hein. Donc, les DTMF dont a parlé Thibaut, c'est-à-dire ces tonalités audio, ces bip-bip qui permettent de mettre en communication des équipements téléphoniques, des dispositifs de communication et des centres de réception d'appels, justement. La fibre, qui est un support, hein, un support de transport d'information, qui aujourd'hui a vocation à remplacer les lignes en cuivre, tout simplement parce qu'en faisant transporter de la lumière plutôt que de l'électricité, on arrive à transporter beaucoup plus d'informations de manière beaucoup plus efficace et plus fiable. Donc ça, c'est juste pour des questions voilà, un peu techniques. Et le RTC dont on parlait tout à l'heure, on parle également de PSTN au niveau des téléphones en terminologie anglaise, qui sont habituellement voilà, les téléphones analogiques dont parlait Thibaut, qui sont installés avec l'ascenseur lors de son installation majoritairement, qui ont des durées de vie qui aujourd'hui sont anticipées pour être de plusieurs dizaines d'années, hein, comme annoncé, hein, un ascenseur, effectivement, il a une durée de vie prévue de plusieurs dizaines d'années, hein, pendant 25-30 ans, et à ce titre-là, bien évidemment, le système de téléphonie qui est installé a vocation à y rester le plus longtemps possible. Après, ouais, évidemment, au quotidien, vous-même, hein, société d'ascenseur, hein, vous connaissez ça beaucoup mieux que nous. Vous le vivez au quotidien et vous voyez évidemment quelles sont les implications que cela peut avoir. Alors, sur la partie des TMF, très rapidement, encore une fois, je ne vous apprendrai rien, loin de là. Vous maîtrisez ces sujets-là sur le bout des doigts, sans jeu de mots, avec le clavier qui est sous vos yeux, la programmation des téléphones, tout ça, voilà, basé sur du TMF. Encore une fois, une technologie qui est vraiment une bonne technologie, évidemment, mais il faut remettre ça dans son contexte, hein. Toute technologie est forcément bonne lorsqu'elle est utilisée, bien évidemment, mais remise dans son contexte. Et aujourd'hui, on est en 2022, on est toujours sur majoritairement des technologies qui ont plusieurs dizaines d'années aujourd'hui, et la réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut accepter de voir la fin d'une certaine technologie. C'est-à-dire qu'on a beau imaginer que une technologie va pouvoir être utilisée jusqu'à une certaine date. On peut imaginer peut-être jusqu'en 2030 ou 2028, etc. La réalité, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence qu'à un moment donné, en termes de qualité de service, en termes même d'éthique commerciale, il faut que par rapport aux clients, c'est-à-dire par rapport aux bâtiments, par rapport aux syndics, par rapport aux différents bâtiments tertiaires que vous adressez, il faut bien évidemment que les systèmes de télécommunication soient les plus fiables possibles, soient fiabilisés sur le long terme. Alors, bien évidemment, qu'ils soient compatibles avec la norme, mais au-delà de ça, il faut que la continuité de service soit la meilleure possible. Et ceci se fait via une anticipation. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Ou lorsque ça arrivera, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, on le sait, c'est anticipé. Les dates, bien évidemment, bougent, annoncées par les uns et les autres en fonction des impératifs,
Encore une fois, on est sur des ampleurs de travaux et de transitions qui sont relativement grands, mais aujourd'hui, on peut voir venir. Donc, quand on dit que à partir de, par exemple, 2025, il n'y aura plus de 2G, ou qu'à partir de 2026, ce sera la fin technique sur le réseau, enfin le début de la fin technique, du support technique sur le RTC, ce sont des dates aujourd'hui qu'on est en capacité d'anticiper. Donc, notre rôle à nous, en tant que société Avir, c'est d'anticiper ça du point de vue du matériel, c'est-à-dire de mettre sur le marché des matériels, des équipements qui ont été fiabilisés et qui vont répondre à ces évolutions technologiques. Ensuite, une autre partie, bien évidemment, pour ainsi dire, de la boucle, ce sera à vous, finalement, les sociétés d'ascenseurs, d'apporter ces nouvelles technologies qui vont apporter justement des réponses par rapport à des fins d'infrastructures qui vont permettre cette continuité de service. Donc on est vraiment dans un travail, je dirais, en cohérence intégrale, c'est-à-dire les uns avec les autres. On ne peut pas faire sans ce lien-là, c'est et vous et nous, de manière à ce que finalement l'intégralité de la télécommunication d'urgence en ascenseur puisse être préservée, et ceci, encore une fois, avec le but de proposer une qualité de service qui soit la meilleure possible pour l'utilisateur. Bon, rapidement, la frise, tout ça pour dire quoi? Ben, finalement, les technologies dont on parle aujourd'hui sont très anciennes. Voilà. S'il faut retenir quelque chose de tout ça, c'est que les technologies qui aujourd'hui sont encore majoritairement présentes sur le marché, ce sont des technologies anciennes. La norme, d'ailleurs, se base en grande partie, hein, même s'il a été remis à jour plusieurs fois, sur, euh, je dirais, un pavé de technologies qui, encore une fois, sont relativement anciennes. Et il est de notre devoir de réussir à faire cette transition parallèlement avec tous les éléments normatifs, donc toujours rester compatible avec la norme, bien évidemment, mais toujours en accompagnant cette évolution technologique qui, encore une fois, est connue, est anticipée. Et si on peut l'anticiper, ça veut dire qu'on peut le prévoir, en fait. Et on peut le prévoir de manière intelligente, de manière à ne pas provoquer ni de rupture, ni, on va dire, de faiblesse au niveau du système de télécommunication. Alors pour passer justement entre la fin du RTC et le déploiement des fibres, rapidement, deux terminologies, hein, ce qu'on appelle le Fiber to Cabinet ou le Fiber to Home, donc le FTTC et le FTTH, qui sont des terminologies qui permettent d'expliquer un petit peu le déploiement justement des systèmes fibrés jusqu'au point de raccordement. Donc on a le FFTC qui est le déploiement de la fibre jusqu'à l'armoire finalement, et de l'armoire jusqu'aux locaux réellement utilisés, là où on va avoir les équipements, on aura le dernier kilomètre, pour ainsi dire, hein, qui sera toujours en cuivre. Et le FTTH qui est cette fois-ci, donc le Fiber to Home, on a justement la fibre qui est de bout en bout, hein, de l'IXP, hein, c'est-à-dire du point de connexion jusqu'aux locaux réels. Et qui, depuis un certain nombre d'années, est déployé parallèlement avec les lignes cuivre existantes. Donc, grâce justement à cette ligne cuivre, on a toujours, la tonalité sur la ligne, et on a toujours la possibilité d'avoir des digitalisations des TMF. Sur le stop sell, c'est-à-dire la fin finalement de la promotion d'un certain type de technologie. Aujourd'hui, euh, l'annonce de la suppression du support analogique sur le cuivre est réelle, d'accord? Elle est aujourd'hui datée, en tous les cas, elle est anticipée, et on sait que plus aucune nouvelle ligne de service analogique ne sera fournie dans une certaine zone. Alors, il y a évidemment au niveau des fournisseurs de télécommunications, hein, je sais qu'il y a des gens justement d'Orange en ligne, donc je les remercie encore une fois. Tout ça, c'est défini et découpé par plaque. Il y a des zones qui seront démantelées les unes après les autres dans un ordre bien précis, hein, dont je ne connais pas moi-même les détails. En tous les cas, la réalité, c'est qu'une fois qu'il n'y aura plus de cuivre et qu'il n'y aura plus que de la fibre optique, ça voudra dire qu'il n'y aura plus de tonalité de numérotation, il n'y aura plus d'ETMF, il n'y aura plus de tension de ligne. Donc ces informations-là sont importantes parce qu'elles doivent nous permettre de prendre les bonnes décisions pour mettre à jour les systèmes existants, soit lors d'une défaillance, bien évidemment, pour anticiper ce qui va venir après, mais également dans un but un peu préventif de pouvoir amorcer, je dirais, cette mise à jour qui, encore une fois, de toute façon, va avoir lieu. Alors, depuis 2018, pardon, alors sauf erreur, il n'y a plus de création de nouvelles lignes, je dirais,
cuivre sur certaines localités, et depuis l'an dernier, encore une fois, sauf erreur, il n'y aura plus de proposition, il n'y a plus de proposition d'ouverture de nouvelles lignes sur du cuivre. Tout se fait uniquement à partir de maintenant sur de la fibre, en sachant que sur le cuivre aujourd'hui, il y a majoritairement deux technologies. Il y a le téléphone classique, le RTC, mais il y a également la DSL cuivre, qui continue, elle, à perdurer pour l'instant et qui est encore utilisée sur un certain nombre de foyers et d'entreprises certainement aussi. Alors, le cas du réseau GSM est un autre point. Comme le disait Thibaut tout à l'heure, et à raison, c'est qu'il y a aujourd'hui finalement, je dirais, deux canaux sur lesquels on doit porter notre attention. Il y a la fin du RTC, et donc la migration vers un réseau alternatif qui permettra de pérenniser justement les télécommunications, mais dont le réseau GSM. Et au sein même du réseau GSM, la raison même du déploiement des premières passerelles GSM était justement liée à l'annonce finalement de cette fin du RTC, mais au sein même du réseau GSM, il y a bien évidemment des modifications, des évolutions, des progressions, etc. Et donc, de la 2G, on est passé à la 3G, on est passé à la 4G, et aujourd'hui, étant donné que la 5G a été lancée, les bandes de fréquences devront être à terme rationalisées pour éviter des empilements de fréquences, avec des coûts d'infrastructure qui seraient bien évidemment très très élevés. L'arrêt progressif des bandes 2G et 3G sont fortement pressentis, enfin ont été vraiment pressentis fortement, et d'ailleurs la société Orange a annoncé il y a à peu près un mois la fin de la 2G pour 2025 et celle de la 3G pour 2028. Alors voilà, ce sont les informations dont on a aujourd'hui à notre disposition, qui sont des informations intéressantes, encore une fois, parce qu'elles doivent nous permettre d'anticiper. Alors, aujourd'hui, technologiquement, nous avons des GSM 2G, nous avons des GSM 3G, nous avons des GSM 4G. Quand je dis nous avons, c'est l'industrie, des équipementiers de l'ascenseur ont ce type d'équipement. Tout aujourd'hui doit être fait pour justement pérenniser les installations, c'est-à-dire lors du remplacement d'un GSM ou lors d'une installation, d'une modernisation, quel type d'équipement doit être installé? Ce sont des types de questions qu'on doit se poser aujourd'hui, parce qu'encore une fois, la 4G aujourd'hui est le réseau sur lequel la migration attendue est la plus forte, bien qu'aujourd'hui elle n'occupe qu'une toute petite part du pourcentage d'installation. Il y a certainement plus de 90% des installations de GSM en France qui sont basées sur de la 2 et de la 3G, et encore une petite partie qui sont sur de la 4G, alors que justement ces deux premières bandes vont à terme disparaître. Ce qui m'amène, alors je vais faire un saut rapide de tout ça, ce qui m'amène à parler du VoLTE, dont parlait Thibaut tout à l'heure, qui est une manière finalement de pérenniser potentiellement les téléalarmes analogiques, entre guillemets anciennes, lorsque le réseau 2G et 3G disparaîtra. Alors, qu'est-ce que le VoLTE ou le VoLTE? C'est tout simplement la possibilité de faire transiter un signal qui initialement était prévu sur un canal de voix, sur un canal de données. Aujourd'hui, quand vous connectez une téléalarme analogique sur une passerelle GSM, quelle qu'elle soit, la voix va transiter par son canal voix. Si demain vous connectez, ou même aujourd'hui, une téléalarme analogique sur une passerelle 4G, la voix continuera à passer sur le canal 2 ou 3G. C'est ce qu'on appelle le fallback. Mais demain, et quand je dis demain, c'est 2025-2028, lorsque la 2G et la 3G disparaîtront et qu'on se retrouvera en 2029, donc quand vous aurez votre téléalarme analogique classique de quelques fabricants que ce soit connectée à votre passerelle, celle-ci ne pourra fonctionner que si le GSM auquel elle est connectée lui permet de faire transiter la voix sur le canal de data, puisque quand on est en 4G pur, il n'y a plus de 2G, 3G. Donc aujourd'hui, le VoLTE, qui est présent sur un certain nombre de passerelles sur le marché, dont celle d'Avir, est un petit peu c'est un peu comme une bombe anti-crevaison. On l'a dans le coffre de la voiture. Aujourd'hui, très clairement, on ne l'utilise pas.
ça ne sert à rien, pour être honnête avec vous. Le VoLTE ne servira que lorsque la 2G et la 3G disparaîtront. Donc encore une fois, c'est-à-dire qu'on est on est en perspective on prend les devants pour éviter justement que quelque chose ne puisse se passer. Donc aujourd'hui, installer une passerelle 4G avec du Volt, ça veut tout simplement dire qu'on se prépare au moment où. Le meilleur moyen, encore une fois, c'est de passer sur une solution complètement numérique. Pourquoi? Parce que comme Thibault l'expliquait tout à l'heure, malgré le fait que le Volt permette de transmettre de la voix sur le canal de data, si votre téléalarme reste analogique, vous aurez toujours ces DTMF qui vont devoir être convertis, qui vont devoir être transportés, etc. Aujourd'hui, chez Avia, nous avons fait un certain nombre de tests de téléalarmes analogiques connectés sur des GSM 4G en Volt et dont nous avons forcé, entre guillemets, le passage de la voix et des tonalités des TMF sur le canal 4G, justement. Alors, c'est une solution qui apparaît comme étant fonctionnelle, mais le taux de réussite aujourd'hui est un petit peu inconnu parce que nous n'avons pas fait suffisamment de tests à grande échelle. On n'a pas testé des dizaines ou des centaines de milliers de téléarmes différentes pour justement quantifier ce taux de déchets ou ce taux d'échec dont, par exemple, parlait Thibault tout à l'heure sur la transmission des TMF. Donc, c'est une solution aujourd'hui qui, pour nous, est une solution palliative qui à un moment donné pourrait avoir un intérêt lorsque l'on voudra sécuriser la pérennisation de certaines installations, lorsque il y aura une transition de 3 vers 4G à faire, et sur lesquelles peut-être il n'y aura pas encore eu d'action, mais en tous les cas, c'est une solution qui ne remplacera pas une solution 100% numérique qui apportera bien évidemment beaucoup d'autres avantages comme essentiellement la disparition du TTMF et le passage purement sur des signaux numériques, et donc la fin finalement de ces taux de déchets et de ces temps d'attente relativement élevés. Alors, sur les systèmes VoIP, on entend également beaucoup de gens nous parler de VoIP. On voit des systèmes de VoIP qui commencent à se démocratiser sur d'autres industries, sur d'autres secteurs industriels. Et donc, la question, elle est tout à fait logique, quid des systèmes de VoIP installés pour la téléalarme dans l'ascenseur. Alors, aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a effectivement des systèmes qui commencent à être étudiés là-dessus. Nous-mêmes réfléchissons sur ce type d'équipement, c'est-à-dire mettre en place des technologies VoIP pour la télécommunication en ascenseur. Alors, bien sûr, il faut garder deux points essentiels en tête. C'est que dans un premier temps, l'intégralité des équipements qui font partie du système de télécommunication VoIP devront être secourus, c'est-à-dire qu'ils auront besoin bien évidemment d'une sécurisation de l'alimentation en cas de coupure pour permettre justement au système de fournir comment dire, les éléments normatifs en termes de temps pour pouvoir passer les télécommunications d'urgence en cas de problème en cabine. Donc ces systèmes-là aujourd'hui sont des systèmes sur lesquels on commence à avoir un certain nombre d'informations, on commence à avoir un petit peu également de recul. Certainement, comme le disait Thibault, ça sera une partie des systèmes que l'on verra apparaître dans le futur. En tous les cas, le système de type VoIP, c'est une technologie de transmission au niveau de la voix. Ça veut dire voix sur IP, ce qui ne présuppose pas du type de transmission des informations, c'est-à-dire GSM ou pas. Donc ça, ce sera un autre sujet, bien évidemment. En résumé, parce qu'il nous reste encore quelques dizaines de minutes et je voudrais, dans l'idéal, pouvoir voir s'il y a des questions et pouvoir y répondre avec Thibault. En résumé, l'industrie de l'ascenseur, de manière générale, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs, mais en France, en tous les cas, pour ce qui nous intéresse, doit être sensibilisée. Et j'espère que grâce à ce webinaire, les informations ont été intéressantes pour vous. Et surtout, de commencer à agir, c'est-à-dire prendre les informations qui aujourd'hui sont des réalités, c'est-à-dire des annonces sur des migrations, sur des fins, et prendre justement cette décision d'aller de l'avant, d'anticiper encore une fois, de ne pas forcément attendre comment dire, les derniers moments pour passer, pour procéder à ces migrations. Le deuxième point, c'est que bien évidemment, les lignes analogiques qui sont déjà en cours de suppression, pour ainsi dire, vont s'accélérer de plus en plus. C'est-à-dire que le rythme de la fin de l'analogique va de toute façon s'accélérer et va de toute façon arriver.
On a connu ça sur d'autres types de technologies. On sait que l'analogique était majoritaire. Le numérique aujourd'hui est soit prépondérant, soit même a pris complètement le dessus sur l'analogique. Donc c'est une tendance normale, je dirais, en termes de transition technologique. L'ascenseur n'échappe pas à cette transition-là, donc il faut encore une fois l'anticiper, et le plus important, c'est de prendre les bonnes décisions de manière à ce qu'il y ait une continuité de service au niveau des usagers. Les solutions d'alimentation de secours qui sont une part importante finalement, parce qu'encore une fois prévues dans le cadre de la norme, mais au-delà de ça, elles découlent de source. Il est évidemment aujourd'hui impensable de ne pas pouvoir penser une solution de télécommunication d'urgence sans avoir un moyen de la secourir en cas de coupure d'électricité. Donc c'est un point également qui restera à voir, alors essentiellement du fait du déploiement de la fibre. Donc ce sont des choses sur lesquelles il faudra revoir ensemble, discuter. Et le dernier point, ce sont les installations téléphoniques d'urgence, donc qui sont aujourd'hui encore à peu près à 50%, peut-être un tout petit peu moins, sur des connexions RTC, qui sont encore donc, des téléalarmes connectées sur le réseau cuivre, et qui vont devoir passer progressivement sur des technologies de type GSM, de manière à pouvoir pérenniser ces connexions, au-delà du fait que, encore une fois, la connectivité, c'est un premier pas, c'est-à-dire passer du cuivre au GSM, mais la deuxième finalement priorité, et c'est finalement quand on se met du côté centrale d'appel, réception des appels et réception des tests cycliques, c'est le passage finalement du DTMF à une technologie complètement numérique qui va vous permettre finalement de rendre beaucoup plus robuste vos installations. Voilà. Écoutez, merci à tous. On a dû un peu accélérer parce que du coup le temps a été un petit peu plus court que prévu, ou du moins on a pris un peu plus de temps, mais en tous les cas j'espère que ça a été pour le mieux. Je vous remercie en tous les cas de votre attention. Je vous remercie également pour les éventuelles questions que vous avez pu poser. Alors je vais couper la présentation et je vais repasser sur... Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat, Romain. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a une première question sur ce qu'était le VoLTE. Alors, je vais donner un élément de réponse et je pense que via tes slides, tu as dû donner les éléments de réponse nécessaires. Sauf erreur, vous pouvez réécrire dans le chat s'il y a besoin de précisions supplémentaires. En revanche, il y a une deuxième question de M. Charlet-Olivier. Pourquoi investir dans une passerelle 4G/VoLTE sans garantie de transmission DTMF? Alors, oui, vas-y Thibaut, si tu veux Ouais. répondre. Alors, pour répondre à la question du volt, en fait, comme le disait José, le vocal, en fait, la voix, sur les réseaux mobiles ne passe que sur le 2G, 3G. Pour que le réseau 4G étant un réseau 100% data. Donc, il n'y a que de la data. On peut aller sur Internet, mais on ne peut pas appeler quelqu'un via un numéro 06 ou 07, par exemple, comme on pourrait le faire pour appeler n'importe qui avec son portable. Pour conserver ce type d'appel, qui est de pouvoir appeler quelqu'un avec son 06 ou son 07, eh bien, les opérateurs ont pensé intégrer la voix dans le réseau 4G. Donc, il y a une numérisation de cette voix pour le faire passer dans le 4G et continuer d'utiliser un téléphone portable, un appel d'un téléphone portable vers un autre téléphone portable, de la même manière qu'on peut le faire qu'on peut le faire actuellement et avec son mobile. Cette technologie en fait est faite pour la transmission, enfin pour appeler les gens. En fait, c'est pour appeler les gens. Il paraît que la qualité audio est meilleure, que c'est plus rapide, il y a moins de latence, voilà. Donc c'est parfait pour appeler quelqu'un exactement comme vous le faites aujourd'hui pour appeler une personne par un téléphone. Par contre, ce n'est pas fait pour transmettre des données. Parce que forcément, les données, on préférera les transmettre plutôt via un canal numérique justement dédié à la data, plutôt que d'utiliser toujours les DTMF, parce que
encore une fois, la transmission des DTMF via le volt fonctionnera, hein, il n'y a aucun problème. Le seul problème, c'est l'interprétation de ces DTMF par les serveurs de réception qui sont numériques et qui, eux, par contre, ne sont pas faits pour recevoir des DTMF. Après, on a des subterfuges, on a des adaptations, on se débrouille pour que ça puisse passer tant bien que mal, mais ça reste du tant bien que mal. Et aujourd'hui, tant bien que mal, on a quand même 20% de déchets, alors que si vous êtes sur un système qui fonctionne en numérique ou en voie sur IP, parce qu'on a certains produits qui fonctionnent en voie sur IP, pas beaucoup, mais pour des marchés hyper spécifiques, on a de la réception sur produits de ce type-là, eh bien, on a 100% de réussite sur les appels. Et alors, l'autre partie de la question, c'était à quoi sert... Alors, si tu peux me le relire, Romain, s'il te plaît, la question d'Olivier. La question était pourquoi investir dans une passerelle 4G/VoLTE sans garantie de transmission DTMF? Alors, effectivement, voilà, c'est une excellente question. Pourquoi investir dans la VoLTE en sachant qu'on n'a pas de garantie de fonctionnement du DTMF? Alors, en fait, il y a deux choses. Nous, alors, par rapport à Sérénité, hein, après, par rapport aux autres centres d'appel, je ne peux pas me prononcer. Mais en tout cas, nous, en tant que finalement responsable de la réception des appels d'usagers bloqués pour nos clients, on va préférer que nos clients utilisent des passerelles GSM qui ont la capacité de faire la conversion numérique et pas du VoLTE. Par contre, tant qu'à faire, parce que cette conversion, on ne pourra pas le faire sur tous les téléphones, ce ne sera pas possible parce qu'on n'aura jamais la permission de faire de la conversion sur du protocole Otis, Kone, Schindler, Amphitech et autres, puisque ce sont des protocoles propriétaires. Du coup, pour ces technologies-là, eh bien, le Volt restera la seule solution avant le remplacement total de la téléalarme pour permettre peut-être, alors on aura du déchet, hein, il y aura plein de téléalarmes qu'il faudra remplacer très certainement en 2029 à cause de ça, mais c'est une possibilité de pouvoir maintenir ce type de technologie en 2029 à la fin de l'exception du 2G, 3G. J'espère que je réponds à la question. Merci Thibaut. En tout cas, enfin, c'était clair pour moi. Alors, si jamais ça ne l'était pas, n'hésitez surtout pas à remettre une question dans le chat. Alors, je vois la question d'Ilex Monaco concernant la référence de la passerelle qui convertit le DTMF en data. Je pense que Thibaut pourra vous la fournir. Alors effectivement, la référence, on pourra vous donner des produits. Après, alors, juste par rapport à Ilex, alors effectivement, qui est un client de Sérénité, donc effectivement, on a fait l'investissement nécessaire pour la gestion de ce type d'appel via des convertisseurs numériques. Après, pour répondre plus généralement à la question pour tout type de centre d'appel, parce qu'en fait, la question est par rapport au centre d'appel. C'est quel centre d'appel, enfin, quelle technologie le centre d'appel est-il capable de gérer? On a, par exemple, pour certains majors, un excellent exemple, et puis on ne trahit pas de secret, Otis, sur toutes les nouvelles générations de systèmes, reçoivent les appels en voie sur IP. Donc, cette gestion d'appels en voie sur IP, Otis peut le faire sur les systèmes qu'ils ont vendus. En revanche, étant donné qu'on est encore sur des protocoles fermés, cette capacité de gestion du signal VoIP, par contre, n'est pas transposable à un autre centre d'appel. Donc en fait, il y a une espèce de libération de ce système voix sur IP en DTMF, du coup, en analogique, pour que les autres centres d'appel puissent le gérer. Alors nous, on se bat chez Sérénité justement pour qu'on puisse pouvoir gérer en voix sur IP et en numérique tous les protocoles constructeurs, parce que du coup, ça permettrait de fiabiliser les transmissions et d'éviter à nos clients de remplacer les téléalarmes. Et donc voilà, en fait, ça dépend vraiment du centre d'appel. Donc est-ce que le centre d'appel a la capacité ou pas
de gérer ce type de système. Voilà. Alors juste pour terminer, mais effectivement, les majors, eux, qui ont un centre d'appel propre avec le matériel qu'ils vendent par leur réseau de distribution interne, ont intégré des protocoles numériques, ou en tout cas ont installé des produits capables de faire cette transition. Et c'est là où ils ont parfois un peu d'avance par rapport aux sociétés indépendantes, puisque, allez, 99% des produits que vous allez récupérer sur le marché en reprenant un parc d'ascenseurs sera forcément en analogique et extrêmement rarement avec des capacités de transmission numérique. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, des sociétés comme Schindler installent des systèmes capables de faire de la conversion. Connaît pareil, que ce soit Thyssen ou Otis également. Parfait, merci Thibaut pour l'intervention. Il nous reste encore 2 petites minutes. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur lesquelles vous souhaitez que l'on vous réponde, que ce soit sur la présentation de manière générale ou sur les technologies de télécommunication, sur la partie téléphonie, sur la partie GSM? N'hésitez surtout pas, encore une fois, voilà, comme disait Thibaut, hein, la partie Volt est importante, bien évidemment, mais la partie numérisation l'est tout encore plus, parce qu'encore une fois, le but, c'est pas juste de dire je vais m'affranchir d'un certain réseau pour passer à un autre, mais la réalité, c'est que le but d'une télécommunication d'urgence, quand on revient un petit peu à la base, c'est finalement d'aider la personne qui est bloquée dans l'ascenseur à faire une communication fiable de manière à ce qu'elle puisse être secourue le plus rapidement possible. Donc, comment dire, la mise en robustesse de cette télécommunication-là est finalement l'élément principal. Et quand on sait aujourd'hui que être sur une téléarme analogique basée sur du TTMF, on peut aboutir à 18, 20, 25% de déchets. Ça veut dire concrètement dans la réalité, c'est-à-dire dans la vraie vie, hein, que la personne potentiellement peut être coincée plus longtemps que nécessaire parce qu'il y a une télécommunication qui est mal établie, parce que du coup il y a aujourd'hui des télécommunications qui pourraient ne pas passer ou passer mal, etc., mal interprétées. Voilà. Toute la question aujourd'hui, c'est de savoir comment fiabiliser tout ça. Je pense qu'encore une fois, c'est vraiment le nerf un petit peu de la guerre, au-delà de toutes les discussions qu'on peut avoir par ailleurs sur les technologies A, B, C ou D. Le fin mot de l'histoire, c'est vraiment rendre beaucoup plus sûr ces télécommunications-là de bout en bout, c'est-à-dire à partir du moment où la personne appuie sur le bouton jusqu'au moment où l'opérateur en centre d'appel récupère l'appel, la communication s'établit avec bien évidemment la qualité audio, il n'y a pas que... C'est tout un processus, hein, c'est tout un ensemble de petites choses qui, mises bout à bout, vont rendre une certaine expérience au client, à l'utilisateur, et qui vont lui permettre finalement de passer à travers cette étape-là de la meilleure manière qui soit. Voilà, avec tous les éléments de la chaîne, du bouton d'appel jusqu'à la prise en compte au niveau de la centrale d'appel, etc. Voilà, bon bah écoutez, il est midi et 1 minute. Je vous remercie à tous pour votre participation. J'espère que cela aura été intéressant, que vous avez eu un maximum d'informations. Si vous aviez encore d'autres questions à poser, que ce soit à Thibaut sur la partie vraiment centrale d'appel, réception des appels, gestion des appels, technologie de gestion, etc., des télécommunications, ou à nous directement, écoutez, n'hésitez surtout pas. On vous fera suivre une communication sous peu, de manière à ce que vous ayez bien évidemment les contacts des personnes adéquates. N'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec nous, à nous poser vos questions. Et en tous les cas, voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Merci Thibaut pour ta participation active sur ce webinaire. Merci tout le monde. Fortement apprécié. Et voilà, je souhaite à tous une excellente fin de journée, un très bon week-end et au plaisir peut-être de continuer ces discussions avec la plupart d'entre vous. Merci à tous. À bientôt, bon week-end. Au revoir.